Ben, bon matin à tous. La présentation, là, est-tu partie? Oui, on la voit, OK. C'était marqué initiation au drone, mais ce ne sera pas initiation au drone, ça va être plutôt l'évolution des drones. L'initiation, j'ai déjà faite 2-3 fois par la suite, c'est-à-dire avant, puis j'étais parti en vacances, fait qu'ils ont repris le titre de mon ancienne présentation, mais on va s'attarder un petit peu plus sur l'évolution des drones. Juste avant de commencer, qui parmi vous possède déjà un? Ah, pas beaucoup, OK. Donc les autres, ça veut dire que c'est du côté potentiel, c'est ça? Fait que c'est pour ça que vous êtes là. Fait qu'on va regarder l'évolution parce que c'est fou, en quelques années, comment que ça a évolué. OK? La technologie qu'on a aujourd'hui, pour le prix qu'on paye, j'en reviens pas. Fait qu'on va s'attarder un petit peu à ça. Puis on va regarder les tendances, où est-ce que ça s'en va. Je vais parler un petit peu de réglementation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est bien le fun d'un drone, je peux faire ce que je veux avec. Non, pas vraiment. Dès qu'on est dans les airs, c'est régi. Donc, je vais vous parler un petit peu de la réglementation. Est-ce que... Yop, c'est-tu parti? Ouais. Ça défile-tu? Moi, je ne le vois pas défiler. Oui. Les images défilent? OK. Donc, juste pour vous montrer un peu là, ce qu'on est capable de faire avec un drone. Donc, si on recule pas très loin, 2012. 2012, c'est combien d'années en arrière? 4 ans. À peine 4 ans. OK? Donc, là, c'est sûr que je ne parlerai pas de tous les drones. Ici, on est un magasin de photos vidéo, donc on va parler de drones pour faire de la photo puis de la vidéo. Fait que si on retourne juste 4 ans en arrière, là, ce que vous voyez là, d'ailleurs, je pense que c'est ça qu'on fait tirer. C'est un F450. Donc, il y a 4 ans, des drones clés en main, ça n'existait pas. OK? On achetait un kit en morceaux, on s'achetait un fer à souder, puis let's go, on bidouille. Fait que dans son atelier, on se construisait son propre drone. Fait qu'on achetait un frame, des contrôleurs de moteur, des moteurs, un contrôleur de vol, puis après ça, on installait une caméra là-dessus. C'était so-so comme qualité d'image, il y avait beaucoup de vibrations. Et là, au niveau du drone civil, la plus grosse compagnie, c'est? Phantom. La compagnie qui fait Phantom? DJI. Donc, c'est DJI qui a démocratisé, si on veut, le drone civil. C'est la plus grosse compagnie. J'ai regardé les chiffres hier soir. Ils possèdent 70% du marché du drone civil. OK? C'est énorme. Donc, le gars qui a parti ça, de mémoire, c'était en 2006. Fait que ça fait à peine 10 ans. Qu'est-ce qu'il a fait en premier? Savez-vous qu'est-ce qu'il a fait, le gars qui a parti la compagnie? Avant de faire. Il a fait, c'est ça. Il a fait un contrôleur de vol pour des quads. Puis après ça, ça a déboulé. Puis là, aujourd'hui, ils ont une ligne de produits époustouflante. Donc, ça a commencé comme ça en 2006. Mais si on retourne en 2012, je veux faire de la photo, de la vidéo aérienne. Je construisais mon drone. Je m'installais souvent, la caméra la plus populaire dans les airs, c'était la GoPro. Donc, on essayait de se bidouiller des choses avec ça. Dans ce cas-là, ces kits-là, on appelait ça des kits ARF. On appelait ça un kit ARF parce que c'est un Almost Ready to Fly. Ça veut dire que tu achetais ton kit, mais tu ne pouvais pas aller voler. Il te manquait des affaires. Tu achetais ton drone, il fallait que tu achètes ta télécommande à part, il fallait que tu achètes tes batteries à part, fait qu'il fallait rajouter de l'équipement. Ensuite de ça, on commence avec début 2013. Qu'est-ce qui est arrivé au début 2013? Les kits déjà préfaites? Yes. Et qu'est-ce qui est arrivé sur le marché? Le Phantom. Le premier Phantom. Donc, en 2013, début 2013, DJI sort le Phantom 1. C'est complètement révolutionnaire. Pourquoi? Je le sors de la boîte, je charge les batteries, pouf, je suis prêt à aller voler. Rien, pas besoin de faire à souder quoi que ce soit, c'est pratique. Mais par contre, on retourne dans le temps, de mémoire, c'est à peu près 8-9 minutes de vol. Quand je n'ai déjà volé un, on le partait, il fallait attendre un bon 2 minutes avant qu'il pogne ses signaux GPS puis que tout s'initialise. C'était pas mal plus long, mais c'était quand même pratique parce que, comme je l'ai dit, on n'avait rien à bâtir. C'est ça qui a commencé à faire que, wow, là, c'est intéressant. En dessous de ça, on était capable d'aller fixer, il y avait un support à GoPro, fait qu'on pouvait mettre une caméra directement en dessous de notre drone. Après ça,
on est arrivé le Phantom 2. Donc là, Phantom 2, on parle de quoi? Octobre 2013. Fait qu'au début de l'année, ils sortent le Phantom 1. Vers la fin de l'année, ils sortent le Phantom 2. On a des moteurs plus forts. Là, au début, Phantom 1, comme j'ai dit, l'autonomie, c'était pas terrible. On parlait de mémoire 8-9 minutes, 10 minutes maximum. Phantom 2, on montait à du 20 minutes à peu près. Tout dépendant aussi de ce qu'on va mettre comme poids en dessous, là, mais on montait à peu près aux 20 minutes. Des moteurs plus forts. Le système de GPS est un peu plus performant. Fait que ça se développe. Il y avait aussi un port sur un des patins pour pouvoir envoyer une vidéo au sol. Parce que là, à date, ben, je pouvais pas voir ce que je filmais. Avec les anciens modèles, je partais ma caméra au sol, je voyais pas, puis let's go, je me croisais les doigts en espérant que j'étais pour faire quelque chose de bon. Là, à partir du Phantom 2, j'étais capable d'installer un système pour feeder du vidéo au sol sur un moniteur. Après ça, on monte avec... pas tout de suite. Montes-tu le Phantom 3? Non. Non? OK, phew. Donc, ça, c'est un Phantom 2 avec un stabilisateur. Donc, DJI a commencé à faire ce qu'on appelle la série Zenmuse, qui est une gimbal. Donc, si on met une caméra, c'est stabilisé parce qu'avant ça, il n'y en avait pas. Donc, il y avait du mouvement, il y avait de la vibration dans nos vidéos. Grâce à ça, aucun mouvement, vraiment pratique. Après ça, ils se sont dit, ben, on va développer nos caméras. Donc, ils ont sorti le Phantom 2 Vision. Ça, Phantom 2 Vision, décembre 2013. Fait qu'on voit, oups, ça commence à aller vite, là. Avec à partir du Phantom 1, Phantom 2 Vision. Là, on a notre propre caméra. Donc, ça fonctionnait avec une application qu'on mettait dans notre téléphone. Donc, c'est pratique. Presque tout le monde a un téléphone. Par contre, au niveau, si vous remarquez, au niveau de la caméra, il y a des petits coussins qui servent à absorber de la vibration, mais il en reste quand même pas mal. On avait le contrôle qu'on appelle du tilt. Donc, on est capable d'aller pencher la caméra vers le bas, mais il n'y a pas plus de contrôle que ça. Mais c'était quand même un bon début. Puis, après ça, ils ont sorti le Vision Plus en juillet 2014. Fait que vous voyez là, oups, 6 mois plus tard, encore un nouveau modèle. Et là, on a une vraie gimbal avec une caméra. On a une bonne portée. On a pas mal de contrôle au niveau de l'application. Fait que ça a quand même déboulé assez rapidement, vous avez vu, en quelques années. Donc là, on est rendu en 2014. Fait que nous autres, le département drone, ça fait quoi? Peut-être à peu près 2 ans que j'ai commencé ce département-là. Puis, je ne suis pas un gars du monde qui vient du monde du radiocommandé, OK? Je n'avais pas d'avion télécommandé ou quoi que ce soit, mais je suis un passionné de tout ce qui vole. J'adore l'aviation. Quand j'étais jeune, mon père pilotait un avion. J'ai fait de la photo d'oiseaux. Tout ce qui vole, j'adore ça. Fait que quand l'oiseau m'a demandé, bien, ça t'intéresse-tu de développer ce département-là? J'ai fait, let's go. Mais j'ai pas de pratique. J'avais pas de pratique. Fait qu'avant d'arriver à l'extérieur, l'oiseau m'a acheté un simulateur de vol. Donc, j'ai commencé, c'était à l'hiver. Il m'a acheté un simulateur de vol avec une manette. Puis, j'ai piloté un hiver de temps sur mon ordinateur à la maison. J'ai crashé pas mal de drones. Je pense que j'ai cassé 38 drones parce que le simulateur enregistre tout, OK? Fait que j'ai cassé 38 drones, j'ai cassé 380 coques hélices. Donc, ce que j'avais à scraper, je l'ai scrappé virtuellement, OK? Parce qu'à date, ça fait 2 ans que je vole, ça m'a coûté 2 hélices. Pas pire, hein? Donc ça, c'est sûr que ça va au niveau de la pratique. Mais... donc, quand j'ai commencé à faire, par contre, de l'imagerie aérienne, j'ai commencé avec un Phantom 2. Donc, j'ai commencé à piloter un Phantom 1, pas de caméra, juste pour me familiariser. Et là, c'était vraiment pratique parce que grâce au simulateur, quand l'oiseau m'a passé un drone au printemps, j'étais arrivé dehors, installé ça, paravoler. Hey, wow, c'est facile! Parce que j'avais déjà l'expérience au niveau de la simulation. Fait que quand je suis arrivé pour faire de l'imagerie, ben j'ai eu un Phantom 2 avec la gimbal. Puis là, par contre, Phantom 2, une gimbal, tu mets ta GoPro dessus, pas pratique. Avant de décoller, tu appuies sur Record, va voler, puis encore une fois, tu te croises les doigts pour avoir quelque chose de bon. Il n'y avait pas de retour vidéo. Fait que là, j'ai installé un kit de retour vidéo sur le drone. Là, est-ce qu'on le voit là? OK, fait qu'on le voit là. Fait que vous voyez tous les morceaux là, qui sont du côté droit. C'est des morceaux que j'ai rajoutés sur le drone pour me permettre de voir ce que ma caméra voyait.
Parce que sinon, on ne le voyait pas. Donc, on installe un émetteur vidéo. Je m'étais acheté un petit écran 7 pouces avec un récepteur built-in. Puis grâce à ça, j'étais capable au moins de voir ce que je filmais ou ce que je prenais en photo. Par contre, pas de contrôle sur la caméra. C'est le fun, hein? Je suis capable de voir sur mon moniteur ce que mon drone voit dans les airs, mais si je veux corriger mon exposition, je veux changer du mode vidéo au mode photo, je ne peux pas. Je suis obligé d'arrêter mon drone, aller sur la GoPro, changer mes settings. Pas pratique. Mais au moins, ça commence à être plus intéressant. Puis juste pour référence, là, ça, c'est il y a 2 ans que j'avais ce kit-là. Le kit du drone avec la gimbal se vendait à 1 300 $. Pour voir ce que je filme, on rajoutait à peu près 500-600 $ d'accessoires. Donc, comme j'ai dit, 1300, mettons 500, on arrivait à 1800 quelques dollars. Non, peut-être pas tant que ça, excusez. On était peut-être autour de 1600 $ pour être capable de voir ce qu'on filme. Et là, je ne parle même pas du prix de la GoPro. Là, il faut mettre une GoPro, c'était une Hero Black ou une Silver. Fait que rajouter quoi? Un 400-500 $ pour votre caméra. On arrive à combien? 2000 quelques, hein? Fait que c'était le prix que ça coûtait dans le temps, il y a à peine 2 ans, pour être capable de faire, bon, la qualité de la GoPro, tout le monde connaît la qualité d'image, c'est une bonne qualité d'image, mais par contre, je ne pouvais pas changer mes settings une fois que mon drone était décollé, il fallait que j'atterrisse, c'était pas pratique, mais au moins, ça s'en vient, ça déboule. Fait que ça commence à être intéressant, je me suis pas mal amusé avec ce setup-là. Après ça, on arrive l'année passée, en avril 2015, c'est pas loin. DJI sort le Phantom 3, plutôt en sorte 2 Phantom. Donc là, il y avait leur Vision, qui avait leur propre caméra, Vision Plus. Discontinue ces 2 modèles-là, arrive avec le Phantom 3 Pro, le Phantom 3 Advance. 2 seules différences entre ces 2 modèles-là, qui existent toujours en passant. Phantom Pro filme à 4K, le Advance à 2.7K. Sinon, l'autre petite différence, c'est le chargeur qui est un peu moins rapide pour l'Advance, mais sinon, c'est exactement la même plateforme de vol. Comme j'ai dit, Phantom 2 Vision Plus avait une application qui s'appelait DJI Vision, qui me permettait sur ma manette de mettre mon téléphone. Ils ont scrappé ça avec l'arrivée du Phantom 3, nouvelle application, DJI Go. Je peux mettre sur ma manette mon téléphone ou une tablette. C'est bien plus fun, j'ai une plus grosse surface d'image. Et ce qui est pratique aussi, à partir de DJI Go, à partir de cette application-là, je peux tout contrôler. Tous les settings de ma caméra, les settings de mon drone, tout se contrôle à partir de l'application. Mon Phantom 2, là, quand je voulais changer des settings dans mon drone, je devais brancher mon drone chez nous sur mon ordinateur et avec un programme que DJI fournissait, j'étais capable d'aller changer mes settings de mon drone. Il fallait que je fasse ça à l'ordinateur à la maison. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Tout se fait à partir de l'application. Oui, tu as une question? L'autonomie, tu as rendu combien dans ce temps-là? L'autonomie? Alors, Phantom 3, on parle d'à peu près 22 minutes, 25 minutes de vol. Oui, donc oui, c'est vrai, les batteries sont plus fortes, drone un peu plus rapide aussi, mais ce qui est le fun, c'est comme je vous dis, à partir de votre téléphone ou de votre tablette, là, on contrôle absolument tout. C'est vraiment pratique. Il y a beaucoup plus de boutons sur la manette qui permettent de contrôler votre caméra, prendre photo ou vidéo, c'est vraiment impeccable. Et en plus de ça, oui. La différence d'altitude a-t-il changé aussi? La différence d'altitude. La caméra shakeait parfois puis ça faisait une vibration. J'ai déjà eu un Il faut faire attention parce que l'altitude qu'un drone peut aller et l'altitude que nous avons le droit d'aller, c'est 2 choses différentes. Donc, si tu as eu des problèmes d'altitude, je ne veux pas que tu me dises à quelle hauteur tu es allé. OK? Parce que théoriquement, bon, c'est 90 mètres, fait que c'est 300 pieds qu'on a le droit d'aller. Mais juste pour référence, dans l'application Go, là, les drones sont barrés à 500 mètres. On n'a pas le droit d'aller là, mais quand même, le drone pourrait faire 500 mètres d'altitude, ce qui est relativement haut. Donc, c'est ça, Phantom 3, on avait une meilleure autonomie, la caméra, 12 millions de pixels, tout se gère à partir de l'application. Après ça, ils ont sorti, je ne les ai pas mis dans la présentation, mais ça, c'était au printemps. À l'automne, c'est-à-dire fin de l'été, ils ont sorti le Phantom 3 standard, donc un modèle un petit peu moins cher, 2.7K aussi. Puis après ça, ils ont sorti un Phantom 3 4K qui a duré de mémoire à peine 6-7 mois sur le marché. Il est discontinué, le Phantom 3 4K. Oui?
comparativement à la GoPro, qu'est-ce qu'il y a? Par rapport, on oublie la GoPro qui vient de sortir, oubliez la 5. On retourne dans ces setups-là. Le désavantage de GoPro, c'est que premièrement, ben, si vous voulez faire de la bonne photo, si vous faites de la photo, probablement que vous faites vos photos en RAW, parce que vous développez vos photos, ben, une GoPro n'avait pas de RAW. OK? Avait pas, parce que là, avec la 5, ils l'ont. Donc, les GoPro 4, 3, tu n'avais pas de fichier RAW en photo. Et le gros désavantage de GoPro, c'est le fun, oui, ça voit large. Par contre, quand notre caméra n'est plus au niveau et qu'on commence à tilter la caméra par en bas, l'horizon, là, ça devient une balloune. Et là, il fallait corriger ça en post-traitement. Les caméras de DJI sur leur drone, ils ont corrigé cet effet de courbure d'horizon-là. Il en reste un petit peu, OK? Mais c'est rien à comparer d'une GoPro. Ça, c'est le gros avantage là, de la caméra qu'il y a sur les drones de DJI. L'angle, c'est 20 mm. L'équivalent d'une 20 mm en focale 35, c'est 94 degrés, fait que c'est relativement large. C'est toute ouverture 2.8 et c'est focus à l'infini. OK? On ne se casse pas la tête à faire la mise au point avec ça. La mise au point est faite à l'infini, donc tout est net dans nos photos. Ensuite de ça, moi c'est ça. Donc là, on vient de monter au 4K pour ce qui est de la résolution vidéo, 4K à 30 images secondes, sinon du Full HD jusqu'à 60 images secondes. Photo 12 millions de pixels, JPEG ou RAW. Et dans l'application, vous contrôlez votre balance de blanc. Comme je viens de le dire, c'est ouverture 2.8 constante, donc il n'y a pas de vrai mode manuel. On contrôle l'ISO, on peut contrôler la vitesse d'obturation. Fait qu'au moins, on a du contrôle. Ensuite de ça, donc là, on est retourné juste l'année passée. Là. Donc, on est retourné en avril. On a sorti 2 Phantom 3. À la fin de l'été, il en sort un autre. À l'automne, il en sort un autre, le Phantom 3 4K. Et là, cette année, en avril, Phantom 4. Oui, monsieur. Je pensais que la Phantom 3, c'était la GoPro qu'il y avait dessus. Non, c'est pas GoPro. Ça arrête à la 2. Phantom 2, on mettait une GoPro, puis à partir de 3, parce qu'on voit à partir de 2, ils ont sorti le premier 2, on mettait notre GoPro, puis après ça, ils ont sorti 2 Vision, oups, leur propre caméra, le 2 Vision Plus, encore leur propre caméra, puis à partir de là, ils ont délaissé le côté de GoPro. Donc là, c'est ça, on est cette année, en avril, Phantom 4. Quel est le gros feature qu'il y a dans le Phantom 4 par rapport aux anciens? Bof, non, parce que, ben oui, là, il y a une meilleure autonomie. On parle au lieu de 25, on monte à 28 minutes. Mais il y a quelque chose de plus important que ça. Les obstacles. Ah, les obstacles. Détection d'obstacles. Donc là, si vous remarquez sur le devant du drone, les 2 petits points noirs là, qui sont à la base des pattes, c'est 2 petits sensors qui sont là. Et on vient d'embarquer dans la détection d'obstacles. Ils appellent ça l'Obstacle Avoidance System. Donc, à partir de ce printemps-ci, le drone, quand il doit faire un retour à la maison, à son point de départ, il est capable d'éviter les obstacles. Sinon, si moi je le pilote, bien, si j'arrive pour rentrer dans un arbre, les sensors vont faire que le drone va arrêter. Wow! Ça, c'est pratique. Parce qu'il ne faut pas oublier, avant, il y avait on appelle ça un fail-safe. Donc, si jamais il arrivait une perte de contrôle, je l'envoyais mon drone trop loin, je l'envoie de l'autre côté d'un immeuble. Bon, puis la manette n'est plus en ligne directe, le signal coupe avec la manette. Il y avait un fail-safe qui permettait au drone de lever à une hauteur donnée puis de le ramener à la maison. Mais quand il tombe en fail-safe, le drone, qu'est-ce qu'il fait? Il lève à la hauteur donnée puis il revient en ligne directe à son point de départ. Il n'évite pas les obstacles. Et j'ai eu quelqu'un qui, son drone a pogné le coin d'un building. Paf, perdu son drone parce qu'il était tombé en fail-safe. Donc là, avec un Phantom 4, théoriquement, ça ne devrait pas arriver. Fait que ça, c'est le gros avantage. Oui. C'est quoi la distance maximum pour le Phantom? Pour la détection? Ou pour moi? Comme tu vas loin, mais tu restes à ta place, mais tu vas loin, c'est quoi? Encore une fois, comme la hauteur, la portée maximale, ce que le drone peut faire et ce qu'on a le droit de faire, c'est 2 choses différentes. OK? Donc aujourd'hui, on parle d'une portée maximale de 5 km. Attendez, là, c'est pas fini, on va continuer. Là. Mais pour l'instant, avec ces drones-là, on parle d'une portée de 5 km. C'est sûr et certain, partez pas ici de Montréal, il ne fera pas le 5 km, c'est bourré de Wi-Fi. Mais allez-vous-en, je sais pas moi, sur le bord d'une île,
Comment? À Radisson, ouais, c'est vrai. Mais allez-vous-en dans un espace où il n'y a rien, envoyez-le au-dessus de la mer, il va probablement faire le 5 km de portée. Donc ça, c'est ce qu'il peut faire aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que nous, on a le droit de le faire, parce que notre drone, il faut le garder line of sight. Il faut le garder à vue, notre drone. C'est sûr et certain qu'on ne le verra pas à 5 km. OK? Il y a du vent aussi? Le vent? Il y a le vent, oui, mais comme je disais, en bonne situation, là, les drones aujourd'hui sont capables de faire 5 km en termes de portée. Là, je débordais, j'étais en train de dire que oui, l'anticollision, OK? Fait que ça, c'est le gros feature qui est arrivé au printemps. Phantom 4 a l'anticollision. C'est le même sensor dans la caméra que les caméras de Phantom 3 Advance et Pro. Par contre, ils ont refait l'optique, donc la qualité d'image est légèrement supérieure. Il y a des moteurs plus forts. D'ailleurs, ils ont mis un mode sport qu'il n'y avait pas avant sur les Phantom 3. Vous voulez faire les fous avec, ils montent à pas loin de 70 km/h en mode sport. Par contre, mode sport égale pas de détection d'obstacles. Il y en a qui ont crashé leur drone en mode sport. Okay? Donc, il y a des plus, il y a des moins. Donc, la meilleure autonomie aussi, avec une meilleure pile, on monte à peu près à 28 minutes. Fait qu'on voit, ça avance tranquillement, mais le point majeur, c'est surtout le système pour éviter les obstacles qui est dans celui-là. Aussi, c'est vrai, j'ai oublié de vous mentionner, au niveau des, ce que j'ai dit tantôt, au niveau des fail-safe, les drones, ça fait longtemps qu'ils ont un GPS à l'intérieur. Le GPS, quand on décolle notre drone, le drone enregistre son point de départ et si jamais on perd il perd le contrôle avec la manette. Si jamais la pile est trop faible, le drone tombe automatiquement en fail-safe et il revient à son point de départ. Phantom 2 l'avait, Phantom 3 l'a aussi. À partir du Phantom 3 Advance et Pro, il y a deux systèmes de GPS dans ces drones-là. Il y a GPS et le système russe GLONASS. Et l'avantage de ça, c'est que le drone a accès à beaucoup plus de signaux satellites. Un drone, pour être capable de revenir à son point de départ, ça prend minimum 6 satellites de linker dessus. En bas de ça, il n'est pas capable de revenir. OK? Fait que ça en prend au moins 6. Mon Phantom 2, quand je le volais, j'avais 8 à 11 satellites de linker dessus. Il y avait juste GPS. Aujourd'hui, l'Inspire 1 que j'ai a GPS et GLONASS. Quand je vole, j'ai facilement 18 satellites de linker sur le drone. Fait, avant de réussir à tomber en bas de 6, il y a pas mal moins de chances que ça arrive. Donc ça, c'est une autre évolution. On a deux systèmes de GPS à l'intérieur, mais faites attention, ils ne sont pas tous comme ça. Le Phantom 3 standard, le moins cher des Phantom présentement sur le marché, a juste un GPS. Il n'y a pas le système GLONASS à l'intérieur. Fait que ça, il y a les deux GPS dans le Phantom 4 et il y a une redondance aussi au niveau des contrôles internes du drone. Et ça, selon moi, les pays vont le demander aux fournisseurs de drones parce que si ça reste de l'électronique, OK? On s'entend, ce n'est pas infaillible. Vous avez déjà probablement entendu parler du terme fly-away, contrôle pour le monnaie, pouf, le drone. Il part de sa propre volonté, ça peut arriver. Mais à partir du Phantom 4, il y a une redondance au niveau des contrôles internes. Donc, au niveau de l'IMU, du compas, il y en a 2 à l'intérieur. Donc, si jamais il y en a un qui fait un mauvais calcul, il y en a un autre qui est là pour dire « Wow, le calcul qu'il vient de faire, c'est vraiment pas bon. » Donc, à partir du Phantom 4, il y a une redondance au niveau des systèmes de vol. Qui avait une question? Oui. C'est quoi la vitesse, en fait? C'est quoi la vitesse? De quelle vitesse à quelle vitesse on peut changer? Parce que vous dites 5 km. De portée. Mais on a une autonomie de 25 minutes. Oui. Alors, cette 5 km-là, et si on va aller faire un tour, il faut tout calculer avec la vitesse. Aujourd'hui, dans l'application, c'est des piles intelligentes et sur l'application, on a un timeline qui nous montre le nombre de minutes restantes et lui, l'application, avec le système de contrôle de vol, analyse le restant d'énergie qui reste dans la batterie et il sait qu'est-ce que ça prend pour revenir. OK. Puis ici, au cas qu'on n'a plus de connexion, oui. Il va calculer pour revenir à... Faites attention. Là, je vois votre signe, il va revenir. Non, il ne fera pas ça comme ça. C'est pas parce que je m'en vais comme ça que s'il perd le signal, il revient comme ça. Il va revenir en ligne droite. Mais il va calculer ça, même si j'ai plus de contact. Oui. Oui.
Oui. Lui, il analyse, c'est simple, il sait où il a décollé. Donc, il sait la distance à laquelle il doit revenir. Donc, il analyse tout le temps son autonomie de sa batterie pour revenir à ce point-là. Okay? Par contre, c'est ça, il ne revient pas dans le mouvement inverse qu'on a fait. Il revient en ligne droite. Mais là, comme je viens de dire, le Phantom 4 a un gros avantage sur ça. Au moins, il est capable de détecter les obstacles quand il va revenir. Il contourne. Il va les contourner. Okay. Oui. Puis ici, on a parti en mode sport. Oui. Puis là, on perd le contrôle. Ah. Automatiquement, il va changer. Est-ce qu'il va changer de mode? Non. 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 Vous êtes en mode sport. Ça veut dire qu'il ne voit pas les obstacles. Il ne voit pas les obstacles. Mais dans l'application, nous, on peut décider de la hauteur à laquelle je veux que s'il tombe en fail-safe, par défaut de mémoire, c'est 20 mètres. Mais si vous le savez que dans l'environnement où vous êtes, il y a des arbres qui font 100 pieds de haut, mais je peux aller dans l'application et dire, bien, OK, si jamais tu tombes en fail-safe, monte à 35 mètres puis reviens. Comme ça, je sais qu'il va éclairer les obstacles. Oui. Est-ce qu'on peut l'override, ça, le come home? Oui. Oui. Oui, si, disons, je l'ai envoyé trop loin puis qu'il tombe en fail-safe puis il revient, dès qu'il revient dans le range de la manette, je peux canceller le retour à la maison. Même affaire, si ta batterie est trop faible puis tu fais rien, il revient à son point, bien, si tu veux le canceller, tu pourrais le canceller aussi. Il n'y aurait pas moyen de le configurer pour lui dire où est-ce qu'on aimerait qu'il atterrisse plutôt que de revenir à la maison si on perd le contrôle avant. Donc, le home par défaut. Le home point, on est capable de le changer, effectivement. Dans l'application, on peut le faire. Si vous décollez votre drone puis vous décidez de commencer à marcher, puis que vous êtes rendu à un demi-kilomètre, puis que vous ne voulez pas qu'il retourne atterrir où ce que vous l'avez décollé, vous pouvez dire, bien, maintenant, reviens où est-ce que je suis présentement et non pas à 500 mètres de là. On peut le programmer. On peut le faire on peut le changer dans l'application. Avant qu'on perde Oui. le contrôle comme par défaut? Bien, ça, c'est nous qui décidons avant, c'est ça. VPS. Ah oui, c'est vrai, il y a un autre système que j'ai oublié de parler à partir du Phantom 3, donc à partir de l'année passée. Phantom 3 Advance et Pro ont un autre feature qui est le système qui lit le sol. Une caméra avec des sondes à ultrasons qui lit le sol. Fait que ça, quand on vole dans un endroit, de toute façon, je vais revenir là-dessus, quand on vole dans un endroit qui n'a pas de signaux GPS, ça peut être pratique. Fait que quand on regarde tout ça au niveau des avancées technologiques, là, on retourne 4 ans en arrière, je devais construire mon drone, il n'y avait pas grand sensor puis d'aide à ce niveau-là. Aujourd'hui, on a le système de double GPS, GPS et GLONASS. Le VPS, c'est ça que j'avais oublié de parler. À partir de Phantom 3, Advance, Pro et 4K, le standard ne l'a pas. Ce système-là va vous permettre de voler votre drone à l'intérieur sans que le drone shift, okay? Sans qu'il bouge. À l'extérieur, c'est le fun. Je l'ai dit, GPS est là, lève ton drone, touche à rien, il reste là. Il est logué par des systèmes GPS, il ne bougera pas de là. Décollez votre drone ici dans le studio, oups, problème majeur, il n'y a pas de signaux GPS. Donc, quand on décolle un drone à l'intérieur ici et vous voulez faire un beau plan, vous le levez, bien, parce qu'on n'a pas de signaux GPS, le drone va avoir tendance à drifter un peu. Et là, pour éviter ça, il faut que j'essaie de corriger sur ma manette, contrer ce mouvement-là. Avec le VPS, la caméra lit le sol et à ce moment-là, le drone va rester stationnaire. Et ça fonctionne. Ça fonctionne bien sur les Phantom 3. Je l'ai essayé sur le Phantom 4 au Palais des Congrès. C'est merveilleux. Et là, Phantom 3 le faisait de mémoire jusqu'à 15 pieds. Phantom 4 le fait jusqu'à 30 pieds. Donc, vous pourriez aller filmer dans un entrepôt, lever votre drone. Je l'ai fait au Palais des Congrès, 30 pieds de hauteur. J'ai levé le Phantom 4 et sans aucune sueur froide, j'ai fait faire un panorama 360 degrés et le drone a resté sur son axe et il a pivoté 360 degrés. Et il n'y avait personne en tout. Et il y avait non, on avait un net, fait que j'avais un petit espace assez restreint, mais j'avais un Phantom 4 et j'avais un Phantom 3 Advance. J'ai même pas osé le faire avec le Phantom 3 Advance. L'Advance, je le levais, le système fonctionnait jusqu'à peu près 15 pieds. Quand je le montais à 30 pieds, là, oups, il driftait. Puis en plus, il y a beaucoup de métal là-dedans, donc il tombait en erreur de compas. Fait que là, il fallait que je corrige. J'ai même pas essayé de faire un panorama avec l'Advance. Je sais que j'aurais pogné le filet. Fait qu'avec le Phantom 4, ça fonctionne. Oui. Sur les 30 pieds, c'est à partir de ta position à toi? À partir du sol. Parce que c'est une caméra puis 2 sondes à ultrasons qui lisent le pattern qu'il y a au sol. Dans un endroit, tu peux être dans son 3e étage, mettre un sol plus bas. Je comprends. Si tu es dans un théâtre, par exemple. Oui. Tu as 3 étages, soit tu es au 3e étage.
Mais le sol comme tel, il est plus bas, ton pourcentage plus bas. Bien là, si tu es plus haut, donc si ton drone, tu le lèves d'ici, puis tu dépasses, mettons, la mezzanine, puis tu es plus que 30 pieds de haut, le système, le VPS, ne sera pas capable de lire le sol. Donc là, à ce moment-là, ton drone, si tu touches à rien, oups, il va bouger. Fait qu'il faut que tu essaies de corriger à ce moment-là. Ça fonctionne jusqu'à 30 pieds. Fait que ça, c'est un système qui est intéressant dans les avancées technologiques. La redondance des systèmes de contrôle de vol, donc le double IMU, double compas, double système GPS, c'est maintenant inclus dans les drones. On a aussi, ma fenêtre le cache, j'ai mis quoi là? Système d'évitement d'obstacles. OK, donc sur Phantom 4, et il y a aussi Unique avec leur série Typhoon qui ont sorti cette année, le Typhoon H, qui a 2 sondes à ultrasons à l'avant qui détectent les obstacles. Donc, il y a d'autres compagnies aussi qui ont ce système-là. Fait que ça commence à se démocratiser. Il y a des nouveaux modes de vol. Là, je ne m'attarderai pas sur les modes de vol. Il y en a plusieurs, mais comme nouveau mode intéressant, chez DJI, il y a le Tap Fly. Donc, sur ma tablette ou mon téléphone, je veux filmer quelqu'un, je tape sur cette personne-là et le drone va suivre mon sujet. C'est pratique. J'aime mieux piloter, mais si vous ne voulez pas piloter, vous pouvez laisser l'application le faire à votre place. Active Track, je lève mon drone, je tape à un endroit sur mon image que la caméra voit, il va se rendre à cet endroit-là. Fait que ça, c'est des nouveaux modes de vol. Il y a un nouveau mode, là, oups, on parle du... J'ai mis le Mavic là. Il y a un mode trépied. Qui est intéressant parce que la vitesse est réduite à, je pense, c'est 3,6 km/h, donc c'est ultra lent. C'est un mode qu'ils ont inventé pour l'intérieur. Le Mavic a le système de caméra en dessous et les commandes du drone, c'est comme si vous pilotiez votre drone dans le jello. Fait que les contrôles sont vraiment très smooth. Fait que si je fais un mouvement rapide, il ne fera pas rapidement. Il va y aller vraiment lent. Fait que ça, c'est un nouveau mode. Ensuite, il y a un nouveau système de transmission des données. Avant, c'était le Lightbridge. Maintenant, c'est une évolution du Lightbridge qu'il y a chez DJI, OcuSync. Donc, tantôt, on parlait de 5 km pour monsieur qui a posé la question, c'est quoi la portée? Bien, maintenant, c'est plus 5 km, c'est rendu 7 km. Fait que c'est encore un petit peu plus loin. Et avant ça, sur l'application, on avait un retour d'image qui était HD, donc du 720p. Mais avec le OcuSync, en dedans d'1,6 km, on a un feed vidéo qui est du 1080. Donc, on tombe sur un signal qui est Full HD. Et dépassé le 1,6 km, il switch automatiquement en 720p. Je peux un peu mélanger le Mavic, le Phantom. Ouais, j'arrive. C'est parce que là, j'ai mis les avancées technologiques parce que, ouais, on est rendu en octobre et il y a un nouveau drone que j'ai pas mis là encore parce que je l'ai mis dans les tendances de l'année 2016. Si vous êtes tenu au courant dernièrement, quelles seraient les tendances de l'année 2016 pour les drones? Il l'avait déjà depuis un bout de temps. Vous avez probablement déjà vu les 2 drones qui ont été annoncés au début du mois? Non? Pas encore? Ah! Portabilité. Donc, c'est pas si gros que ça, un Phantom, mais les tendances à cet automne veulent qu'on s'en va sur des drones beaucoup plus petits, beaucoup plus légers, beaucoup plus compacts. Donc, on a cette année, à l'automne 2016, chez DJI, l'annonce du Mavic qu'on devrait recevoir. DJI a commencé à shipper la semaine passée, donc on devrait les recevoir là, courant novembre. Donc, le Mavic Pro, qui est un nouveau drone. GoPro a annoncé leur propre drone qui s'appelle le Karma. Juste pour référence, au niveau du poids, un Phantom 4 pèse 1380 grammes. Fait que si on arrondit 1400 grammes, le Mavic, à peu près la moitié du poids. C'est 730, 740 grammes de mémoire, là. Donc, la moitié du poids. Et quand il est fermé, parce que les bras, les pattes se plient. Donc, quand il est fermé, c'est de cette grosseur-là. Oui?
Là, après ça, il y a les performances par rapport à la vitesse, l'autonomie, puis la réactivité au vent. Et on pense que parce qu'il est plus petit, ça va y nuire. Moi aussi, c'est ce que je pensais. Premièrement, au niveau autonomie, non. Le drone est plus petit, il y a une plus petite batterie, mais il parle de 27 minutes d'autonomie. On est à 28 sur un Phantom 4. Donc non, on oublie ça. Il y a tous les systèmes de redondance de contrôle de vol. Il y a les caméras en dessous, le VPS. Il y a l'évitement d'obstacles en avant aussi. Donc, il y a tout ce qu'un Phantom 4 a. Différence au niveau de la caméra, par contre, l'angle de champ est un peu plus étroit. On parle de mémoire, c'est 28 mm au lieu de 20 mm. Pour ce qui est du vent, moi aussi, j'ai pensé que le vent était pour être plus nuisible. Je ne l'ai pas essayé encore. Notre démo, je devrais avoir mon démo la semaine prochaine, donc j'ai hâte de le tester. Là. Mais j'ai regardé beaucoup les tests qui ont été faits. Et au niveau du vent, il ne semble pas si pénalisé que ça parce qu'ayant une forme plus petite, il prend moins dans le vent. Donc, c'est un avantage. Ils ont développé des nouveaux moteurs et les moteurs sont assez performants. Là. Donc, grâce à ça, moi aussi, j'ai pensé que je me suis dit, peut-être, mais à date de ce que j'ai vu, ça ne semble pas lui nuire. C'est un vrai compétiteur. Pour quelqu'un qui voyage beaucoup puis qui ne veut pas s'encombrer d'un gros drone, gros, il faut s'entendre, un Phantom, c'est vraiment pas gros, le Mavic, là, c'est la formule gagnante. Oui? Oui, je voudrais savoir s'il y a une technologie de repérage au cas si on perd, si le drone perd l'autonomie de batterie, puis il s'atterrisse quelque part, puis il n'y a plus de batterie, mais est-ce qu'il y a une façon de pouvoir le repérer Non. par GPS? Non. Dans l'application, vous voyez votre trajet. Donc, vous allez voir sur la map où est-ce qu'il a arrêté. Mais vous allez vous rendre là, il n'y a pas un GPS qui dit « Oh, puis il est là, là ». Par contre, je sais qu'il existe des petits GPS qu'on peut attacher sur des drones qui va permettre à ce moment-là, si ça arrive, de repérer, là, grâce au signal du GPS, on peut repérer notre drone. Pardon? C'est un repérage GPS. Oui. Puis, je m'excuse. Oui. Au niveau des antennes, des interférences, avec si on est dans la ville, puis est-ce que c'est quand même des fréquences assez... Est-ce que vous avez le droit de voler votre drone dans une ville? Non. Mais pour l'application que j'envisage... Si vous voulez le faire, c'est pas que vous pouvez pas le faire. Vous avez le droit de le faire, mais vous allez demander la permission à Transport Canada. Parce que la réglementation veut que on vole à pas moins de 150 mètres de personnes, de véhicules, de bâtiments. 150 mètres, c'est 500 pieds? Non, c'est ça? Oui, à peu près ça. Alors, il faut avoir un permis... Donc, si vous me dites « je veux voler en ville », vous pouvez le faire, mais vous allez demander la permission à Transport Canada. Puis eux vont vous demander qu'est-ce que vous allez faire. Si jamais il arrive un accident ou un incident, bien, votre plan d'urgence A, c'est ça, votre plan d'urgence B, c'est ça. Ils vont tous vous demander votre carnet de maintenance sur votre drone. Ils vont vous demander un paquet d'informations, mais ils vont vous donner l'autorisation de le faire. Puis c'est un permis qu'il faut payer? Non, c'est gratuit. Ça, ce que je dis là, c'est un COAS, c'est un certificat d'opération aérienne spécialisé. Il faut faire attention. Pour Transport Canada, c'est divisé en deux. Soit vous volez récréatif, soit vous volez commercial. Donc, si c'est récréatif, il y a de la réglementation. Je me suis attardé un petit peu trop, mais je vais juste aller... Vu qu'il me reste juste une couple de minutes, je veux vous le montrer. Vous avez de la réglementation, et ça fait longtemps que ça existe, OK? Donc, il y a de la réglementation de base qui est là. Donc, si vous me dites non, je ne serai pas payé, mais je veux le voler en ville, vous n'avez pas le droit. Il y a une distance minimale à respecter. Il y a une hauteur maximale, je l'ai dit tantôt, c'est 90 mètres. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas voler plus haut que ça. Vous pouvez le faire, mais il faut demander la permission à Transport Canada. Fait que c'est divisé récréatif, commercial. Ce qui est la liste qui est à droite, c'est récréatif. Donc, c'est pour votre propre plaisir. Ça, c'est la réglementation que vous devez suivre. Si après ça, vous voulez faire autre chose, il faut demander un permis. Puis, c'est quand même particulier parce que il n'y a qu'au Canada qu'on est capable de demander des dérogations à la loi.
tous les autres pays, la loi, c'est la loi, puis on doit s'y conformer. Mais Transport Canada, eux autres vont dire, parfait, tu veux voler à 30 mètres d'un édifice, on va t'autoriser à le faire si tu es capable de prouver que tu vas être sécuritaire dans ce que tu vas faire. Fait qu'ils vont vous émettre un COAS qui va être bon seulement pour cet événement-là. Alors, pour chaque édifice? Pour chaque, oui, effectivement. Pour chaque événement, vous devez demander un COAS. Puis, mettons qu'on a ça, est-ce qu'au niveau d'interférence? Là, il faut faire attention. Vous allez être dans un milieu urbain, donc il y a plein de Wi-Fi partout, donc il risque d'avoir des pertes de signal au niveau du feed vidéo, entre autres, ça peut arriver, oui. Fait que c'est pour ça qu'il faut être ultra sécuritaire. Tout ça, c'est de la gestion de risque. Dès qu'on est dans les airs, on gère des risques parce que ça risque de tomber, on risque de blesser quelqu'un, on risque de détruire du matériel. C'est de la gestion de risque. Fait que eux, Transport Canada veut s'assurer que ce que vous allez faire, vous savez c'est quoi les risques, puis si jamais il arrive quelque chose, vous avez un plan d'urgence. Et ça, c'est pour ce qui est, comme je disais, récréatif commercial. À part de ça par contre, ça risque de tomber. Là, présentement, si vous demandez un COS à Transport Canada, le temps d'attente est d'environ 45 jours. Oui. Avant, c'était 20. Là, ils sont rendus à peu près à 45 jours parce qu'ils sont juste 3 à donner des COS au Québec. Pour le Québec en entier. Fait que donc, vous devez savoir que dans 2 mois, vous allez avoir un contrat parce qu'il faut remplir vos documents, les envoyer à Transport Canada. C'est comme ça, mais ça risque de changer. Oui, OK. J'ai mis l'image là. Il y a à peu près une semaine. CBC, j'ai trouvé ça sur leur site. On fait une demande d'accès à l'information et ça va changer si vous êtes tenu un peu au courant des règles. Aux États-Unis, ça a changé il y a à peu près un mois et demi. Et le Canada, bien, on sait, hein, un grand ami des États-Unis, donc la réglementation devrait pas mal s'accoter sur ce que les États-Unis ont décidé de faire. Donc, ce qui va arriver, c'est que les COS devraient tomber. Ils vont tomber, ils devraient tomber. Donc, ce que j'ai écrit à gauche, ça, c'est ce qui était dans l'article. Fait qu'il va y avoir un âge minimum, il va falloir enregistrer notre drone, il va falloir suivre un test de connaissance parce que vous devez savoir, quand vous allez dans les airs, il y a des espaces aériens, c'est réglementé, c'est pas juste de l'air. Il faut savoir comment c'est réglementé. Vous allez devoir avoir une assurance responsabilité civile parce que s'il arrive quelque chose, votre drone plante dans la fenêtre du voisin, ça prend des assurances. Donc ça, c'est un projet d'amendement à la réglementation qui est là présentement. C'est sujet à changer. Ça se peut que ça change, mais là, pour l'instant, c'est ce qui était écrit dans l'article. Et ça devrait s'emmener pour fin 2017. Oui. On ne paye pas pour le moment pour le permis commercial non plus, jamais. C'est pas payant. Si vous amenez votre drone en vacances, est-ce qu'on a des problèmes à la douane? Quel pays? Ça, c'est vrai. Si vous voyagez avec votre drone, vous devez connaître les lois qui régissent les drones dans le pays où vous allez. Parce qu'entre autres, en Afrique, il y a des pays que tu n'as pas le droit de rentrer un drone dans le pays. Fait que vous devez connaître la réglementation aérienne du pays dans lequel vous allez. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un touriste allemand qui s'est fait prendre à filmer avec son drone proche du Colisée de Rome, 1600 € d'amende. 1600 €. Ça fait un voyage qui coûte cher, hein? Donc, il faut connaître la réglementation, c'est sûr, si vous voyagez, comme je dis. Entre autres, ici, pas le droit d'aller dans les parcs nationaux avec votre drone. Aux États-Unis, même affaire. Pas le droit, encore une fois. Au Canada, vous demandez la permission, ils vont peut-être vous l'accorder, mais il faut demander la permission. Sinon, c'est pas de drone. Fait qu'il faut connaître la réglementation. Est-ce que dans votre cour, chez vous, partez votre drone, vous avez le droit? Le voisin ou la voisine à côté, « Hey, qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de me filmer. » La police, protection de la vie privée. Fait qu'il faut connaître la réglementation, les lois pour utiliser. Fait que c'est pour ça qu'eux autres, la réglementation de base, quand ils disent pas le droit de voler à moins de 150 mètres, bien, c'est à 500 pieds de distance. Là, une personne dans ton image là, est petite pas à peu près parce que la caméra voit large comme ça. Là. Fait que théoriquement, on devrait avoir de problème. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas supposé d'ignorer la loi. Fait qu'il faut connaître la réglementation avant de faire des projets qu'on a. Avec la GoPro, on peut changer le range. Changer si on veut que ce soit wide. Il y a 3, oui. Est-ce qu'avec la... Non. C'est juste un angle avec les caméras qu'il y a dans les... Par contre, on n'a pas la déformation de la GoPro, comme je disais tantôt, fait que c'est 2 choses différentes. Oui?
Quand tu dis test de connaissance obligatoire, qu'est-ce que tu veux dire? Comment on peut avoir ça? Si vous êtes intéressé, il y a la CQFA, qui est le Centre de québécois en formation en aéronautique. La CQFA forme les pilotes de ligne. C'est connu internationalement. La CQFA offre des cours sur leur site pour pilotes de drones. Et il y en a un de base qui est le cadre réglementaire des drones au Canada. Juste ça, je pense que c'est 39 $. Ça va vous prendre à peu près 2h30 suivre le cours en ligne. Vous allez avoir un petit questionnaire à répondre à la fin. Et si vous prenez juste ça à la base, c'est déjà un gros plus. Parce que, comme j'ai dit, il y en a beaucoup qui pensent que c'est de l'air, je peux faire ce que je veux. Non. Il y a des avions qui passent au-dessus, il y a des hélicoptères qui passent au-dessus, des fois il y a des planeurs, il y a des parachutistes, il y a des équipes de secours. Donc, il faut savoir comment que ça se passe dans les airs. Fait qu'il y a juste ce petit cours-là sur le site de CQFA qui est pour 40 $, vous allez en apprendre beaucoup. Oui? Simulateur de vol. Oui. Celui que j'ai utilisé était pratique parce que tout est logué dedans, mais par contre, il faut acheter le simulateur, il faut acheter une manette, puis ça prend une dongle qui branche sur un port USB de l'ordinateur. Ça reste toujours pratique. Par contre, aujourd'hui, dans l'application Go, il y a un simulateur de vol. C'est pas un vrai simulateur de vol comme j'ai utilisé, qui a des exercices de vol à faire, qui log tout, mais au moins, vous partez votre drone, mais les moteurs ne partent pas, et dans l'application, vous êtes capable de faire de la simulation. Au moins, on a ça dans le simulateur, c'est-à-dire dans l'application Go. Oui? Est-ce qu'il y a des drones qui nous permettent de prendre des photos, quand on est en mode photo, de prendre une photo à chaque seconde, par exemple? Intervalomètre, oui, vous l'avez dans l'application. Parce que d'après mes connaissances, pour les GI, par exemple, on peut prendre une photo à chaque 5 secondes maximum? Oui, je ne l'ai pas utilisé, mais je sais qu'il y a un certain délai de préprogrammé. Mais ça se peut que ce soit 5 secondes le temps minimal. Ça me surprendrait. Ça se peut. Vous l'avez déjà vérifié? C'est ça que j'ai entendu. Parce que je fais le time-lapse, puis 5 secondes. 5 secondes, c'est trop long. Si on met un ND, par exemple, oui. Bonne question. Faudrait que je vérifie dans l'application. C'est quelque chose que je n'ai pas utilisé. Mais il l'a, par contre. Là. Un Phantom 4, ça peut coûter combien? Les prix ont diminué. 1650 pour le drone seul. Sinon, DJI a fait des kits avec une batterie de plus ou 2 batteries de plus. Puis pour le prix qu'il était avant, à 1890 $, vous avez 2 batteries de plus un chargeur pour l'auto ou une base de chargement pour 3 batteries. Oui? Avant, les premiers fantômes, le monde, il perdait, il scratchait. Maintenant, avec un Phantom 4, est-ce que tu peux être amateur et l'utiliser sans le perdre? Je dirais des Phantom 4, parce que nous, on répare ici sur place, OK? On ne répare pas sous garantie. C'est DJI qui s'occupe de la garantie s'il y a un problème quelconque. Si par contre, vous crashez puis vous savez que c'est de votre faute, nous, on répare ici. Puis depuis avril, des Phantom 4, on n'a pas réparé tant que ça. On a réparé Ouais. Merci, Jeff. Mais on n'a pas réparé tant que ça. Fait que c'est quand même un bon indicateur. Comme je dis, le système d'évitement d'obstacles, c'est un gros plus, ça. Ouais. Tout à l'heure, vous étiez dans les tendances, tout ça. Est-ce que vous aviez fini ça? Bien, c'était surtout au niveau de la portabilité. C'est ça le gros feature là, de l'automne 2016. Ils sont allés dans un autre sens. Comment? J'ai dit, les questions sont allées dans un autre sens, puis j'ai l'impression que vous avez passé des pages. J'ai passé des pages parce que le temps allait trop vite, mais donc les deux drones, les deux nouveaux, c'est le Mavic Pro de DJI puis le Karma de GoPro, qui sont deux drones pliables et qui sont plus petits, plus légers. C'est la grosse tendance de cette année pour ceux qui veulent voyager. C'est vraiment pratique.